Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons revoir la méthode vue en classe pour établir l'équation horaire de la vitesse d'un système. Reprenons l'énoncé ensemble. Établir l'équation horaire de la vitesse d'un javelot de masse m lancé d'une hauteur h à une vitesse v0 égale 33 mètres par seconde avec un angle alpha de 45 degrés par rapport à l'horizontale. On se place dans le repère autonormé OIJK où K est vertical et orienté vers le haut. On néglige ici l'action de l'air sur le javelot. La première chose qu'on va faire, c'est analyser l'énoncé. Le système que j'étudie, c'est le javelot de masse M, plutôt son centre de masse. Le référentiel, c'est le référentiel terrestre que je suppose galiléen pour pouvoir appliquer ensuite les lois de Newton. Sinon, ça ne marche pas. Alors, un peu plus difficile, les coordonnées du vecteur vitesse au début de mon lancer. Dans ce triangle rectangle, ce que je connais, c'est l'angle alpha et V0 qui correspond à l'hypoténuse. Cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Et il y a aussi sinus, côté opposé sur hypoténuse. Alors, cette étape-là, où j'écris côté adjacent, hypoténuse, etc., ce n'est pas la peine de l'écrire dans la copie. Dans la copie, on peut directement écrire le résultat final après avoir manipulé cette formule-là au brouillon. Au final, selon l'axe X, dans cet exercice, je n'avais rien, 0. Selon l'axe Y, V0 cos alpha, selon l'axe Z, V0 sinus alpha. Maintenant, le bilan des forces. Une fois qu'on a lâché l'objet, ici, comme j'ai surligné que l'on négligeait l'action de l'air, la seule force que l'on a, c'est le poids. P égale m fois g, où g est le champ de pesanteur terrestre. Maintenant, je vais appliquer la deuxième loi de Newton. Elle me dit que la somme des forces qui s'exercent sur le système, c'est égal à m fois a. Donc ici, P, c'est égal à m fois a. M fois g. On s'aperçoit qu'il y a des mêmes masses des deux côtés. Ça veut dire que G égale A. Si je peux négliger l'action de l'air, le mouvement, il ne dépend pas de la masse et l'accélération, elle est constante. Elle vaut G, elle vaut 9,80 mètres par seconde au carré. Et G, je le connais. G, c'est ce vecteur-là. Le vecteur G, il est purement vertical. Il est porté par K. Donc toutes les autres coordonnées, c'est 0. Il est que selon K. Sauf que K est vers le haut et G est vers le bas. Donc pour montrer qu'ils ne sont pas dans le même sens, il ne faut pas oublier le moins. Il vaut moins G selon l'axe K. Alors on vient de trouver les coordonnées de l'accélération. Mais la question, c'était la vitesse. Il faut que je me rappelle que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Ça veut dire que la vitesse, c'est une primitive de l'accélération. C'est l'inverse de la dérivée. Il n'y a pas une unique primitive qui, lorsque je la dérive, me donne A. C'est ça un peu la difficulté. Qu'est-ce qui, lorsque je le dérive, me donne 0? N'importe quelle constante. Là, en fait, j'ai une infinité de solutions possibles. C'est pareil pour Vy. Vy, c'est une constante, parce que quand je dérive une constante, je trouve bien 0. Maintenant, selon Z. Lorsque je vais dériver selon Z par rapport au temps, je vais trouver moins G. Moins G, c'est une constante. Donc, pour que ma constante reste, je la multiplie par T. Mais ça, c'est qu'une solution possible. Et je voulais toutes les solutions possibles. Toutes les solutions, c'est moins GT plus une constante. Parce que cette constante, quand je vais dériver, elle va disparaître. Si je veux lister toutes les solutions possibles, ça me fait apparaître pour chaque coordonnée une constante. On a donc trouvé toutes les fonctions possibles pour la vitesse. Mais comment trouver la valeur, celle de notre exercice? On va exploiter le fait qu'on connaît la valeur de la vitesse au début. À t égale 0, on sait qu'elle est inclinée de l'angle de 45 degrés et qu'elle est lancée à 33 mètres par seconde. Alors quand je remplace t par 0 dans l'expression de la vitesse précédente, selon x, j'avais pas de temps, donc peu importe ce qu'il vaut, il n'y était pas de toute manière. Selon y,
j'avais pas de temps non plus. Selon Z, j'avais moins gt plus C3, donc je remplace t par 0. Moins g fois 0, ça fait 0. Au final, il reste juste C3. Donc à t égale 0, la vitesse, elle vaut C1, C2, C3. Parallèlement, au tout début de l'exercice, eh bien, on a fait les coordonnées du vecteur vitesse. Je vais donc pouvoir procéder par identification. Si ces deux vecteurs sont égaux, ça veut dire que C1, ça vaut 0, C2, ça vaut V0 cos alpha, et C3, ça vaut V0 sinus alpha. Pour déterminer les valeurs des constantes, on a utilisé les conditions initiales. On s'est placé en t égale 0. En conclusion, je recopie l'expression de la vitesse que j'avais déterminée tout à l'heure dans le cas général, sauf que je remplace les constantes par la valeur qu'on a déterminée juste en haut. Donc la vitesse a cette expression, mais seulement parce que la vitesse initiale avait cette expression. Si ma vitesse initiale était différente, mes constantes ne seraient pas les mêmes. C'est pour ça que je ne peux pas apprendre par cœur le résultat. Je dois réfléchir pour refaire la démarche à chaque fois.